Donc on enchaîne et j'appelle professeur Denden. Donc professeur Denden, c'est un professeur de réanimation au CHU de Ibn Sina de Araba. Donc il va nous parler de l'intérêt de la PCR multiplex du point de vue du réanimateur. Je peux peut-être... Ah, c'est bon. C'est bon. Merci. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je profite de l'occasion pour remercier le comité organisateur et évidemment mon ami et professeur Beltaï de m'avoir invité. Je ne sais pas où il est. Alors, on m'a sollicité pour parler encore une fois de l'intérêt de la PCR, de la MPCR, dans la prise en charge des infections en réa de point de vue réanimateur. Alors, je préfère commencer par un cas clinique réel qu'on a eu au service il y a quelques mois. Une jeune dame de 40 ans qui n'a pas d'antécédent particulier si c'est un asthme stable, le reste sans particularité. En fait, elle accusait en mois de février une toux grasse isolée. Une semaine après, elle présente essentiellement un syndrome méningé fait de céphalées atroces résistant au traitement avec photophobie, nausées, vomissements. De l'automédication comme quasiment tous les Marocains. Et une semaine encore, là, elle est admise aux urgences de l'hôpital des spécialités de Rabat pour un état d'agitation aiguë. Il a été vu et examiné par un jeune interne qui lui demande un scanner cérébral normal, puis transféré, à votre avis, je pense que vous avez déjà la réponse, aux urgences psychiatriques. Alors là, on était le 4 mars, 4 jours après, rien ne se passe, même symptomatologie clinique. La patiente est partie voir une neurologue à Tmara, à titre privé évidemment. Heureusement qu'il a eu le réflexe de lui demander une PL. Alors le liquide était clair, une centaine de blancs, quelques rouges, principalement lymphocytaires. Merci. Alors, hyperprotéinorachie à 1,8 et une hypoglycorachie à 0,2 et l'examen direct comme d'habitude, qu'avec culture négative. Alors, devant cette PL, évidemment, la patiente a été renvoyée en urgence à l'hôpital, encore une fois, de spécialité de Rabat. Donc, vos hypothèses diagnostiques, évidemment, devant toute méningite ou méningoencéphalite à liquide clair, on a souvent le réflexe de penser, évidemment, à ces 4 diagnostics, à savoir l'herpès, la tuberculose, la listérienne, la décapitée. De première vue, justement l'hypoglycorachie, on a éliminé l'herpès, c'est évident. Donc, on a gardé les 3, mais quand on n'a pas l'hypoglycorachie, on a, en tout cas au service, l'habitude de traiter les 4 en même temps. Et ça, c'est l'habitude, je pense, de pas mal de collègues. La surprise, c'est que, évidemment, on a pensé la MPCR, parce qu'elle nous sauve souvent la vie. Quand on demande la MPCR, bah, figurez-vous, on tombe sur un cryptocoque. Alors, c'est une patiente jeune qui n'a pas d'antécédent. Son HIV, sa sérologie HIV est négative. Et là, c'était la surprise. Donc, on a essayé d'explorer davantage, on a fait des IRM, il y a des lésions plus ou moins en faveur, en tout cas avec des lésions cérébrales très avancées et très graves. Et l'évolution, malheureusement, a été déjà marquée par 2 arrêts cardiaques en neurologie, parce que là, on est encore à l'hôpital des spécialités. Elle a été hospitalisée justement en neuro, et elle fait 2 arrêts cardiaques. C'est qu'à ce moment-là qu'on est sollicité pour un transfert en Réamed pour la prise en charge justement d'une cryptococose neuro-méningée. Et l'évolution malheureusement a été fatale puisque la patiente est décédée dans un tableau d'HTIC et de choc septique réfractaire. Alors le rationnel justement, c'est qu'on a un problème de sepsis. Le problème de sepsis, c'est un problème mondial. Un décès sur 5 est dû à un sepsis selon les données de l'OMS. La définition a été revue en 2016, on le sait tous,
Et puis, on sait très bien aussi que qui dit sepsis dit 10% de mortalité, qui monte à 40 voire 70% quand il s'agit de choc septique. Le problème, c'est, ça a été déjà dit par les collègues, c'est que les méthodes classiques ont une sensibilité et spécificité extrêmement faibles. Et puis, heureusement qu'il y a la biologie moléculaire et les innovations technologiques proposées par les MPCR ces dernières années. Alors, notre approche diagnostique est très classique, puisque devant un patient, généralement, nous, médecins, nous effectuons systématiquement une anamnèse avec un examen clinique et souvent des examens complémentaires. C'est des examens complémentaires qu'on va appeler tests diagnostiques, qui peuvent être des tests d'orientation vers un diagnostic de sepsis. Ça peut être une numération, ça peut être une VS, des BU, une CRP, une PCT, etc. Ça peut être aussi des tests diagnostiques centrés sur un seul pathogène. C'est ce qu'on a utilisé lors de la Covid. On détecte le SARS-CoV avec un seul test, ou de la H1N1 ou du BK avec le GeneXpert, par exemple. Mais ça pourrait être aussi des tests diagnostiques centrés sur plusieurs pathogènes, notamment la MGG, ou quand on utilise la culture de liquide biologique, que ce soit avec du LCR, le sang, ou bien sûr les urines. Mais chacune de ces approches diagnostiques que je viens de citer comporte énormément de contraintes. Pour ce qui est des approches d'orientation, je répète encore une fois que leur sensibilité et spécificité sont faibles et qu'il n'y a pas de diagnostic étiologique définitif le plus souvent. Pour ceux, disons, centrés sur un pathogène, un résultat négatif n'exclut pas un autre pathogène. Quand on cherchait uniquement la Covid, un test négatif n'exclut pas la présence d'autres virus, bien évidemment. Et puis, même pour ceux qui sont centrés sur plusieurs pathogènes, c'est souvent soit une recherche de bactéries ou une recherche de virus, et surtout, c'est des techniques chronophages. Donc, quelles innovations technologiques pour le diagnostic rapide des infections? Là, encore une fois, la meilleure réponse actuelle nous est donnée par le laboratoire Biofire de Filmare, qui nous propose les MPCR ou multi-MPCR. La question est pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sont basés sur une approche différente, c'est l'approche syndromique. Et là aussi, quand on compare le test traditionnel où il faut un échantillon pour pouvoir faire plusieurs tests, mais pour cela il faut plusieurs heures, voire plusieurs jours pour avoir des résultats, avec le test syndromique, voilà, je ne sais pas si ça marche. Pardon. Avec le test syndromique, avec un seul échantillon, on fait un seul test qui est prescrit, et au bout d'une heure généralement, à moins s'il y a plusieurs tests à faire en même temps, il faut plusieurs résultats sur un seul rapport, et ça était déjà démontré que ça améliore la prise en charge en améliorant plusieurs critères de qualité, notamment la durée de séjour. Alors, quels sont les panels syndromiques de Biofire Filmare? Alors, le premier bébé est né en 2011 avec le Respiratory Panel, et puis, année après année, il y a eu naissance de plusieurs frères et sœurs, notamment le BCID, qui est l'hémoculture, la gastro-intestinale, le meningitis et le Respiratory Panel numéro 2. Et par la suite, il y a eu le fameux pneumonia qui explore les voies respiratoires basses. Et puis par la suite, il y a eu amélioration du premier BCID et on parle désormais de BCID 2. Alors pourquoi on aurait besoin d'un panel méningitis et encéphalie ou encéphalitis? C'est que déjà avoir la possibilité de distinguer entre méningite virale et bactérienne en se basant uniquement sur la clinique et l'étude du LCR, c'est vraiment un défi de taille. Et on sait très bien que les méthodes traditionnelles de diagnostic sont chronophages, avec une sensibilité relativement réduite s'ils sont réalisés. Et ça, c'est un problème lorsqu'il y a de la prise d'antibiotiques auparavant. Ce qui est avantageux avec justement le panel, c'est qu'on peut le faire, on peut avoir des résultats, même si le patient a déjà pris des antibiotiques auparavant. Donc, il n'y a pas de problème de méningite décapitée. Donc, ça nous permet de détecter 14 targets, 14 cibles en 1 heure avec des bactéries, des virus et notamment les levures. Et selon les résultats, en tout cas qu'on a à l'hôpital au CHU de Rabat, d'après ma conversation il y a 2 jours avec le professeur Sfar, on est très content de ce panel, notamment quand il s'agit du pneumocoque, la sensibilité, la spécificité dépasse de loin la culture standard. Alors, pour qui il faudrait faire la méningite, enfin, ce panel, il est indiqué tout âge confondu, nourrissant, adolescent, personnes âgées, personnes adultes, l'ensemble peuvent bénéficier de ce panel avec une sensibilité et une spécificité remarquables.
Alors, que dit la littérature? La littérature est très riche. Je vous projette là juste quelques dernières publications, des études principalement prospectives, des méta-analyses aussi. En résumé, on peut dire que le panel méningoencéphalite permet une précision diagnostique extrêmement élevée, avec une forte sensibilité et spécificité. Le nombre de méningites bactériennes détectées par rapport à la culture seule, de loin, donc dépasse de loin la culture seule. Et ça permet aussi, c'est une véritable aide à l'initiation précoce des antibiotiques ciblés, ou quand on décide aussi de désescalader le cas échéant. Alors, néanmoins, la mise en œuvre de ce panel, il doit être parfaitement individualisé et discuté au cas par cas. L'utilisation doit être appropriée avec une interprétation qui doit être absolument contextuelle, tout en discutant justement avec le microbiologiste, et ça c'est un point extrêmement important. Un autre point, et ça a déjà été expliqué par ma collègue, c'est que la sensibilité et la spécificité peuvent varier selon les germes, notamment quand il s'agit par exemple du Klebsiella, où la sensibilité parfois elle est moindre par rapport aux autres germes. Toujours couplé, et ça c'est une notion importante, notamment dans notre contexte, examen direct, culture sondage, parce que justement, là encore, ça a été déjà dit par ma collègue, il y a des situations où on peut avoir de faux positifs, notamment du cryptocoque. Mais ce n'est pas le cas pour notre patient, en tout cas selon les cas cliniques ou l'état qu'elle présentait. Deuxième question, pourquoi aurait-on besoin d'un panel Blood Culture Identification, BCID2? Ça, c'est une nouvelle, disons, amélioration de ce panel. Alors, le panel qui est proposé justement par les laboratoires Biomérieux, BioFire, c'est 43 cibles ou 43 targets. Ce que vous voyez là en rouge, je n'ai pas le pointeur malheureusement, il ne marche pas. En tout cas, tout ce qui est en rouge, ça a été rajouté dernièrement, notamment vis-à-vis du Bacteroides fragilis, du Stenotrophomonas maltophilia, qui est extrêmement difficile à traiter. Et puis on a aussi le Candida auris. Les jeunes, ils ne le connaissent pas, mais c'est un candidat qui commence à apparaître de plus en plus dans notre territoire marocain. Et puis, bien sûr, ils ont rajouté le cryptocoque. Et puis, ils ont rajouté pas mal de mécanismes de résistance, notamment le NDM. Vous savez très bien que depuis, je dirais même une dizaine d'années, on a le NDM à remplacer largement l'OXA48. Et puis, les autres, disons, mécanismes de résistance ont aussi été rajoutés. Et sans oublier que quand on parle de BCID, c'est à partir d'une hémoculture évidemment positive. Mais quand on la compare par rapport à la technique standard, parce que la première partie, c'est évidemment, il faut 12 à 72 heures pour que ça clignote et pour dire qu'effectivement mon hémoc est positif. Mais par la suite, quand on compare la standard testing, il faut encore 1 jour, voire 3 jours pour pouvoir identifier un germe, ce qui n'est pas le cas avec le panel BCID2, où il faut en moyenne 1 heure, donc ce qui nous fait gagner beaucoup de temps, environ 70% de reduction in time to identification. Alors, le BCID2, c'est quel type de patient? C'est là aussi pour la réanimation enfant, adulte, la néonatologie, chez tous les patients septiques, évidemment les patients de REA qui sont dépistés à l'admission pour une infection associée aux soins, que ce soit pour le SAM, que ce soit les BLSE, les EPC ou les entérocoques résistants à l'avant-co. Les patients septiques qui ne répondent pas aux antibiotiques, à ce moment, pensez à faire des BCID parce qu'ils peuvent avoir des bactériémies à germes multirésistants. Évidemment, les immunodéprimés, les greffés et les malades d'onco-hématome qu'on a l'habitude de prendre en réamède. Et puis, les échantillons spéciaux, n'oubliez pas d'injecter. On met toujours du sang, mais on oublie souvent d'injecter du liquide d'acide, du pu ou un autre liquide directement dans les bouillons d'hémoculture. Alors, la littérature est très riche quand il s'agit de panels parce que beaucoup de travaux ont été réalisés, mais je vous donne juste le résumé en disant que la précision diagnostique du panel a bien été déterminée et que là aussi, elle nous offre une excellente sensibilité et spécificité, que le rôle du panel permet une prise en charge des patients graves, surtout quand ils sont porteurs de bactériémie. C'est aussi une aide pour commencer une antibiothérapie, mais pour aussi désescalader de façon ciblée et plus rapide le cas échéant. Troisième question, pourquoi aurait-on besoin d'un panel pneumonia? Alors, Arava, on l'a depuis quelques mois, mais dans le cadre d'une étude
très intéressante sur les PAVM que nous sommes en train, et une étude multicentrique d'ailleurs, que nous sommes en train de réaliser avec les Espagnols. Mais on l'aura bientôt, Inch'Allah, à l'hôpital pour pouvoir traiter mieux nos patients. Alors, là aussi, le problème des pneumonies, on le sait tous, que traiter une pneumonie dans les unités de soins intensifs aux urgences en réa relève d'un véritable défi de façon quotidienne. Les méthodes traditionnelles sont lentes. Il faut plusieurs jours pour avoir la culture, qui sont encore moins sensibles. Et bien sûr, l'échec fréquent des traitements empiriques, on sait très bien qu'on rate une pneumopathie sur 5 selon les données de la littérature. Même évidemment avec de façon empirique, on arrive à des situations d'échec, un cas sur 5. Alors, les pneumonies communautaires en réanimation, ils sont très nombreuses. Sur les 450 millions de pneumonies aiguës communautaires, selon les études, Ruud Scanen a beaucoup publié justement, 200 millions seraient d'origine virale. C'est énorme. Et l'incidence, justement, a toujours été sous-estimée. Je parle des infections virales, mais le Covid a démontré le contraire. Donc, on a beaucoup d'infections virales, encore faut-il les chercher. Alors, l'incidence a été sous-estimée, je viens de le dire, mais disons, depuis l'émergence de la grippe aviaire, du SARS-CoV en 2003, la pandémie grippale avec H1N1, vous vous rappelez, H3N2, qu'on cherchait durant cette période en 2009, et puis surtout en 2019 avec la pandémie Covid-19, tout ceci a remis au premier plan le rôle certain des infections virales dont les pneumopathies, disons graves, de l'adulte immunocompétent. Déjà depuis les débuts des années 2000, les études parlaient déjà de pneumonie virale en réa aux alentours de 5%. Et puis on a commencé à parler d'un pourcentage de 23% en 2007, 40% en 2012. Et puis une méta-analyse, d'autres méta-analyses, je préférais projeter celle-là, trentaine d'études, 10 000 patients, une incidence entre 10 et 50%, avec une incidence en réa aux alentours de 24% de pneumopathie virale, que ce soit du communautaire ou même du nosocomial. Mais ça, c'est une autre catégorie, notamment quand il s'agit du CMV ou de l'herpès. Voilà. Bon, on a fait une étude, en fait, c'est les résultats d'une thèse qu'on a publiée par la suite. On a inclus 140 IRAS, infections respiratoires aiguës sévères, 68 prélèvements viraux, dont 27 étaient positifs. À la fin de l'incidence, 40% de ces pneumonies étaient d'origine virale. À l'époque, on avait essentiellement de H1N1, H3. C'était l'époque juste avant la Covid. Et puis, on a aussi le problème des pneumonies qui sont liées aux soins. Et là, le professeur Ahmadi a très bien expliqué qu'il ne s'agit pas uniquement de PAVM, mais il y a aussi les VAT et les VAP. Alors, les pneumonies liées aux soins, c'est un problème de BMR, là encore, au quotidien, que ce soit des EBLSE, les EPC, ou le fameux Acinetobacter, qui est le germe de saleté par excellence. Alors, devant toutes ces contraintes de prise en charge d'une pneumonie, qu'elle soit communautaire ou nosocomiale, aux urgences, aux soins intensifs, en réa, y a-t-il des solutions pour aider au diagnostic de ces infections des voies respiratoires inférieures? Là aussi, le laboratoire Biomérieux de BioFire nous propose le Pneumonia Panel Place au plus, qui propose justement la recherche de 34 cibles de façon rapide, fiable et une détection simultanée de plusieurs justement germes. Alors on a une quinzaine de bactéries de façon semi-quantitative avec les principaux, les staph, le pio, le capé, l'hémophilus et les autres. On a l'avantage d'avoir 3 résultats ou 3 germes de façon qualitative, c'est des intracellulaires, et puis on a aussi des virus, les plus incrimés, sans oublier évidemment les gènes de résistance indispensables pour comprendre le mécanisme. Là aussi, ça a été déjà dit, on peut les faire sur crachat ou sur LBA, voire mini-LBA. Sans ces spécificités élevées, ça c'est des résultats globaux, mais ça peut changer, là encore, en fonction des germes. La technique, elle est facile, mais j'insiste sur le fait qu'elle doit être réalisée par des microbiologistes, donc il ne faut pas penser à l'avoir au service. Le temps est record
quand on a un seul test à faire, évidemment, c'est 1 heure, mais quand on a une centaine, il faut attendre un peu plus. Alors, le rapport de résultats semi-quantitatif, ça permet donc de fournir des renseignements de 15 bactéries avec un mécanisme de bin, donc c'est l'équivalent en fait de copies en 10 à la puissance 4 et 5 copies. Un exemple de résultat, pneumonia, donc on a des bactéries, voire association. On a déjà parlé d'une co-infection virale bactérie, ça existe évidemment, donc c'est pas étonnant. Les performances du BioFire pneumonia rapportées par la littérature, là aussi c'est extrêmement beaucoup de papiers. Bon là on a juste je vous projette juste quelques-unes. Une étude comparative qui a comparé l'intérêt de ce panel pour le diagnostic en le comparant par rapport aux méthodes standards pour voir un peu l'impact sur antimicrobial stewardship, la gestion de prise ou de prescription d'antibiotiques. Donc des adultes hospitalisés pour infection respiratoire basse, 260 prélèvements entre crachat et LBA, et on a comparé entre pneumonia, on a fait le panel pour ces patients en la comparant à la technique standard. Alors, par rapport à la culture, ce panel a permis d'identifier au moins une bactérie dans 63% des LBA et près de 2 fois plus de cibles bactériennes totales. Là, ils ont essayé de voir un peu le pourcentage de discordance ou plutôt de concordance, c'est-à-dire quand c'est positif avec le panel, c'est aussi positif avec la culture, et inversement, quand il s'agit du résultat négatif, là aussi, le pourcentage de concordance positive et négative est extrêmement élevé, respectivement 96 et 98. Là aussi, une autre étude, mais pour voir l'intérêt sur la possibilité de désescalader. Alors là aussi, le panel a permis de faire marche arrière sur certains antibiotiques. Pour leur étude, c'était principalement de la broncho et de la piperazole. Et là aussi, le pourcentage de désescalade, voire d'arrêt d'antibiotiques, avait ou était accompagné d'une concordance négative entre les résultats du panel versus les techniques standards. Même, une autre étude qui a permis de comparer un peu la concordance, là encore des résultats semblables avec des pourcentages extrêmement élevés. Alors, y a-t-il un panel réservé pour les voies respiratoires supérieures? Alors, ce panel, on l'a depuis, je pense, 6 ou 7 ans. On est très satisfait des résultats. On l'utilise principalement chez les asthmatiques, chez les bronchitiques chroniques qui sont hospitalisés pour une décompensation. Et évidemment, pour les pneumopathies, chez qui le syndrome inflammatoire est très maigre. Et donc, quand on fait le panel, que c'est négatif, on trouve plutôt que c'est viral, ce n'est pas bactérien. On sait très bien que c'est une pneumopathie virale. Il arrive parfois, voire souvent, d'arrêter des antibiotiques quand le tableau le permet. Voilà un autre exemple aussi de respiratory 2.1 qui permet l'exploration des voies respiratoires supérieures. Et puis on a aussi le panel gastro-intestinal. Alors le gastro-intestinal permet aussi, même chose, de détecter certaines bactéries, des virus et des parasites de façon avec la même qualité et la même rapidité. Évidemment, je rappelle que ce test est principalement réservé pour les... S'il vous plaît. Merci. Voilà, je conclus pour dire que les panels, les BioFire de FilmArray nous permettent de réaliser des tests simples, évidemment pas de traitement préalable, qui ne nécessitent pas de traitement préalable, rapide, environ 1 heure, voire quelques heures après, quand il y a beaucoup de tests à faire. La détection est plus exhaustive pour les bactéries, pour les virus, pour les mycoses, avec possibilité d'avoir des mécanismes de résistance. Ils permettent aussi la détection semi-quantitative pour 15 bactéries, ce qui n'est pas du tout négligeable, avec une excellente sensibilité et spécificité. Et je conclus encore une fois pour dire qu'il faut absolument une collaboration extrêmement étroite entre le clinicien et le microbiologiste. Ne jamais jouer ou faire le grand toubib, mais toujours parler, discuter avec le microbiologiste pour justement une meilleure indication et surtout une meilleure interprétation. Je vous remercie. Merci professeur Dentin pour votre exposé clair comme d'habitude.
Donc, tu as confirmé finalement qu'en quoi il y a une continuité, il y a une parfaite coordination entre effectivement le réanimateur et le biologiste. Donc, on a le droit d'une seule question, professeur Darqaoui. On a commencé par 10 questions et puis, au fur et à mesure, on réduit le nombre de... Oui, une seule question. Le temps. Merci professeur Denten de cette excellente présentation. Juste, vous avez terminé par l'interprétation. Ça m'a énormément plu parce que par rapport à l'interprétation des résultats, on n'est pas amené en réanimation à traiter un seul épisode de pneumonie, parfois 2, 3, 4, surtout si on fait une réanimation prolongée. On sait que ces méthodes, ils détectent l'ADN bactérien et parfois ils persistent longtemps. Et on est amené à discuter dans les staffs des prélèvements, après 10 jours de traitement, ils nous disent qu'il y a persistance de la bactérie. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Parce que c'est quand même, surtout si le patient ne s'améliore pas totalement. L'ADN bactérien reste persistant et parfois il y a des gens qui maintiennent l'antibiothérapie, ce n'est pas justifié finalement. Est-ce que le prélèvement de contrôle a un intérêt ou il ne faut pas le faire? Et ces méthodes, est-ce qu'ils ont un intérêt dans le diagnostic du 2e ou 3e épisode, surtout s'ils détectent la même bactérie? Merci. Merci à toi, Siali, pour ta très bonne question. En pratique, on ne fait pas de contrôle. En pratique, on fait quoi? On se base sur un faisceau d'arguments, comme d'habitude, comme vous faites, comme on fait aussi. On se base sur un faisceau d'arguments clinico, biologico, radiologiques, et on rajoute à la fin l'expérience du staff. Donc on discute entre nous et on essaye de trouver la meilleure solution en termes de prescription d'antibiotiques ou de ne pas prescrire d'antibiotiques, de la durée du traitement. Ce qui est bien, c'est qu'on discute de façon collégiale. Mais on ne fait pas de contrôle. C'est exactement, tu me rappelles exactement le cas de la Covid, où on continuait à mettre le mal sous traitement, voire de l'hospitaliser, parce que tout simplement, elle a un résultat positif. Or, c'est un ADN tout simplement mort, on détecte juste le... Donc on ne fait pas de contrôle. Donc, merci encore une fois, Merci à vous. professeur Denten, professeur Yahyaoui.